Bonjour à toutes et à tous, la tristesse m'assaille, et quand je dis m'assaille, je ne parle pas de cette peuplade kenyane bien évidemment, mais du verbe assaillir. Je suis triste parce que les vacances se terminent. Bon, ceci dit, pour ceux qui ont suivi, elles ont quand même duré 2 semaines et demie, donc je m'en sors quand même pas si mal que ça. Mais les vacances se terminent et ça va être une semaine très très courte là encore pour le menu crowdfunding puisque mes parents sont ici depuis quelques jours. Quand je dis ici, c'est chez moi. Ils étaient au Japon depuis 3 semaines, plutôt du côté de chez mon frangin, parce que oui, mon frangin habite aussi au Japon, allez savoir. Et donc du coup je suis un petit peu occupé, donc je vais pas laisser trop longtemps tout seul non plus. Donc ça tombe bien, on a un menu très très léger, pas grand chose à dire cette semaine, donc je vais pouvoir terminer ça en certainement 30-40 minutes j'espère. Du coup, passons directement sur la chaîne. Vous le voyez, pas de grandes nouveautés cette semaine, hein. Le menu et son suivi comme d'habitude, donc on va pas passer trop de temps là-dessus. Par contre, la semaine prochaine, on va avoir quelques nouveautés, notamment autour du jeu Atlas Lost qui se trouve derrière moi de ce côté-là, qui arrivera donc sur Kickstarter la semaine prochaine. Par contre, on peut aussi s'orienter vers le résultat du sondage de la semaine, hein. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez trouver un sondage dans la description de la vidéo, un lien vers le sondage de la semaine prochaine pour voter pour les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Pour cette semaine, vous le voyez, il y avait encore une fois une assez faible quantité de jeux présents pour lesquels vous pouviez voter. Et assez amusante, enfin de manière assez amusante, les deux jeux en tête, à savoir Hike It qui a reçu 17 voix et Forsaken, le premier projet ludique de, comment s'appelle cette compagnie qui fait généralement des inserts, Game Trace, voilà, qui fait son premier jeu, avec bien évidemment ces Game Trace mis à l'œuvre pour faciliter l'ergonomie et le gameplay. Eh bien, ces deux jeux qui ont reçu le plus de voix cette semaine, eh bien, n'ont pas eu lieu, n'ont pas lancé leur campagne tout simplement, puisque vous allez voir ici pour le topic de Hike suite à leur expérience au Gen Con, donc le grand festival du jeu de société aux États-Unis qui s'est passé il y a 2 semaines de ça, ils ont décidé de repousser le lancement de leur campagne. On était censé avoir une nouvelle concernant la prochaine date de lancement de la campagne le 10 août dernier et depuis pas de nouvelles, donc bon, j'imagine que ça devrait pas trop tarder, mais du coup c'est reporté pour cette fois. De même pour Forsaken que vous voyez ici, qui a été lui aussi repoussé en date du 6 septembre, donc il faudra attendre environ 2 semaines pour le voir arriver sur Kickstarter. Donc pour les deux plus gros projets de la semaine, bah malheureusement ce ne sera pas pour cette fois. Du coup il nous reste Trailblazers, un autre jeu un peu comme Hike It d'ailleurs de randonnée, The Red Dragon Inn qui sort encore un nouveau jeu dans cette série, il y en a quand même un paquet. Ensuite Nanolith qui fait plutôt un beau résultat actuellement, On Circus Ground, que j'ai pas encore vu non plus d'ailleurs sur Kickstarter, et Journey into the Beyond, un projet un petit peu plus modeste, mais pas dénué d'intérêt. Du coup, on est parti avec les projets un petit peu mentions honorables de la semaine, parce que ma foi, cette semaine, il n'y aura pas de gros projets de la semaine, ce qui va rendre le tout encore plus rapide. Et on commence cette semaine avec The Little Flower Shop, un petit jeu de duel apparemment, en print and play, donc ce qui explique le 5$, le petit macaron que vous voyez ici. Hein, on voit de plus en plus sur Kickstarter de jeux en print and play ces derniers mois, beaucoup en run right d'ailleurs. Ici ce n'est pas le cas d'ailleurs, ceci dit, hein. C'est un jeu qui nous vient de Dr. Finn's Games, qui nous propose beaucoup de projets sur Kickstarter, généralement des choses relativement modestes. Il en est à son 31e projet tout de même, hein. Si vous ne connaissez pas, il avait récemment fait, qu'est-ce que j'ai découvert? Oui, Little Flower Shop, qui était donc justement le jeu duquel est issu ce Little Flower Shop Duel, un petit peu à la façon d'un Seven Wonders et Seven Wonders Duel par exemple. J'avais couvert cette série ici qui avait été annulée d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de jeux, souvent en print and play, mais pas toujours. Et donc ce nouveau jeu, donc, dans lequel vous allez bien gérer en fait un petit magasin, un petit fleuriste, mais en duel pour essayer bien évidemment de gérer votre magasin du mieux que vous pouvez, en tout cas à minima mieux que votre adversaire. Ouais, donc ça reste un petit jeu entre print and play, pas très ambitieux, relativement simple et abordable, en duel. Donc si vous êtes amateur de ce genre de thème et que vous aimez bien jouer à deux ou que vous avez souvent l'opportunité de le faire, ça pourrait éventuellement vous plaire. Donc c'est 5$ le jeu en print and play. Vous avez aussi la possibilité d'aller mettre la main sur leurs anciens jeux en format physique pour le coup à 25, 18, etc. Vous regardez en fonction des jeux qui vous intéressent. Et puis pour les frais de port, bien évidemment, il n'y en a pas puisque c'est un print and play. Par contre, bien évidemment, si vous prenez des add-ons en version physique, là bien sûr, il faudra payer des frais de port supplémentaires, mais ça semble relativement logique.
Voilà pour The Little Flower Shop Duel. Et on continue avec encore un Roll and Write, encore un Print and Play, encore à 5$. Il s'agit cette fois-ci de Baco Dig and Write, donc un jeu de Roll and Write dans lequel vous allez bien évidemment construire des formats des formes de polyomino avec tout un tas de cartes que vous pourrez aussi utiliser pour tirer avantage de certaines spécificités, de certaines compétences particulières. Ça a l'air d'être relativement classique, mais c'est vrai que ça a l'air d'être relativement sympa, c'est mignon, il y a des petits fossiles, c'est assez original, on a des archéologues qui sont représentés par des animaux anthropomorphes. Pourquoi pas, bon, c'est un petit jeu en print and play pour 15 à 30 minutes, un joueur jusqu'à 100 joueurs comme souvent c'est le cas pour les Roll and Write, et pour 10 ans et plus, donc un truc relativement familial là encore. Au moins, il y a une petite direction artistique relativement mignonne. Ils ont eu quelques petits prix, comme ici le Best Written Rules, les meilleures rédactions de règles pour un concours sur BGG, spécifique à la catégorie Roll and Write. Et puis également une médaille d'argent pour Base Game Sheet. Donc là encore, c'est comment dirais-je, l'agencement des fiches de votre jeu, en fait, simplement que vous voyez ici. Qui a été aussi primé. Bon, c'est pas non plus des trucs extraordinaires, mais bon, ça mérite d'être souligné. Et en plus de ça, je ne l'ai pas encore précisé, mais le jeu est disponible en français. C'est souvent le cas pour les print and play. On a souvent beaucoup d'éditions en langues étrangères parce qu'il y a très peu de contenu, il y a très peu de choses à traduire là aussi. Et donc, je disais tout à l'heure, hein, c'est du 5$, donc si ça vous intéresse, il n'y aurait pas grand chose à dépenser, ce n'est pas un grand risque. Par contre, apparemment, il vous faudra certainement un dé sur lequel vous allez certainement ajouter des stickers peut-être, à moins que simplement le chiffre ne se retranscrive automatiquement en une forme. J'ai plutôt l'impression que c'est ça dont il s'agit. Il y aura des stretch goals, mais ça on en parlera plus tôt lorsque le jeu atteindra la dernière semaine de campagne, donc dans le suivi du menu crowdfunding. Je pense que vous connaissez un petit peu le système dorénavant. Ensuite, évidemment, pas de frais de port, hein, bien évidemment, puisque, encore une fois, c'est un print and play. Vous le voyez encore cette semaine, c'était déjà le cas la semaine dernière, mais bon, là, je suis un petit peu sur les rotules, j'avoue, entre les parents et le bébé, je sais plus trop où donner de la tête, je suis un peu claqué. Bref, continuons. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième saison de Evian, ou Evion, si vous prononcez un petit peu en français, avec cette deuxième saison qui s'intitule Winter's Bite, la morsure de l'hiver. C'est un jeu de création de héros avec des petites miniatures, un jeu d'escarmouche, de combat, de confrontation comme vous voulez, avec une direction artistique pas dégueulasse. Vous aurez peut-être déjà vu la première saison qui avait fait l'objet d'une campagne il y a de ça 2 ans environ je crois. Voilà, c'était ici, Evian Fighting Game, qui avait fait 212 contributeurs, ce qui n'était pas extraordinaire. Puis une deuxième campagne, The Hero Crafting Game, avec 530 contributeurs, ça avait légèrement augmenté. Et puis donc désormais, cette deuxième saison, qui a déjà accumulé 300 contributeurs. Je pense que là encore une fois, on ne va pas s'orienter sur des scores extraordinaires. Mais bon, ça a financé, on était à 40 000 € d'engrangés sur 10 000 nécessaires. C'est financé, ça devrait pouvoir voir le jour sans aucun problème. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement bien illustré, la direction artistique est assez joliment soignée. Et c'est pas inintéressant, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes, comme vous voyez, 15 à 30 minutes. Donc ne vous fiez pas uniquement au matériel qui semble laisser penser à un jeu un petit peu plus conséquent. Non, c'est des parties vraiment très très courtes, pour 14 ans et plus. Et donc dans ce jeu, vous allez choisir votre héros. Et c'est pas la seule chose, parce qu'en fait, vous allez créer votre héros à chaque partie, puisque vous allez associer un héros avec un archétype qui peut lui convenir, par exemple, je sais pas, un mage, mais quel type de mage? Vous aurez 3 choix ou 4 choix différents qui vous permettront d'aller marier les genres, mélanger un petit peu les possibilités, et donc une grande variabilité qui, bien évidemment, mène logiquement aussi à une assez forte rejouabilité. Par contre, vous l'avez vu, c'est relativement cher, comme c'était le cas pour la première saison. Là, vous avez un pledge à 199$. Ça contient, si je me souviens bien, la totalité de 2 saisons en fait. La saison numéro 1 qui est sortie il y a 2 ans environ, et cette nouvelle saison dans une boîte assez classe, mais très très flashy, pour 200 balles. Donc c'est relativement cher. Ensuite, si on se contente uniquement des pledges de base pour la saison 2, parce que là, ça en a beaucoup de add-ons, mais on va passer les add-ons, voilà, c'est ici, pour The Rune and the Rhyme, donc c'est une des boîtes de la saison 2, il y a plusieurs boîtes disponibles, c'est à 39$, donc vous avez le plateau, des compteurs, des cartes pour les 2 types de personnages, bien sûr leur miniature également, tout un tas de cartes, il y en a un gros paquet, vous le voyez ici par exemple on a 2 personnages, mais on a cryomancien, druide, une catégorie qui n'est pas vraiment facile à traduire, mais qui s'appelle Winterborn, Huntsman, donc une sorte de chasseur. Donc vous voyez qu'il y a déjà 4 archétypes
que vous pouvez associer à votre personnage qui déjà possède certainement des compétences qui lui sont propres et un petit peu asymétriques. Donc il y a quand même une assez forte rejouabilité, c'est assez intéressant. Le plateau a peut-être remplacé en néoprène à mon avis. Il y a un playmat en néoprène apparemment, à moins que ce soit une invitation à vous ajouter un playmat en add-on pour dépenser un peu plus, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça c'est une boîte de la saison 2, attention, il y en a plusieurs, comme pour la saison 1 d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs dans chaque saison donc ces petits compteurs, ces petites ressources, et tout est accompagné aussi de game trays pour le rangement, l'installation également d'ailleurs, et c'est toujours très très sympa. Ensuite, vous avez The Ram and the Raven, donc deux autres personnages, encore plus de cartes avec encore plus de compétences différentes. Le tout pour le même prix, hein, 39$ bien évidemment, le même genre de composants. Et vous avez une troisième boîte, The Fox and the Forest, avec, vous avez compris, hein, la même chose, hein, deux personnages, de nouvelles cartes, des ressources adaptées aux personnages en question, et ainsi de suite. Mais bien évidemment, si vous voulez l'ensemble de la saison 2, à savoir les trois boîtes sur lesquelles je viens de passer un petit peu de temps, il faudra dépenser 99$. Donc tout de suite, ça monte beaucoup plus haut, avec finalement 6 figurines, quelques cartes, effectivement, des game trays, des plateaux, ok, mais c'est vrai que on se demande forcément, en tout cas moi je me demande forcément, s'ils auraient tout simplement pas pu regrouper les trois boîtes en une seule, pour avoir une boîte certes un peu plus conséquente en termes de taille, mais des prix quand même forcément réduits. De fait, je pense que diviser l'offre comme ça en trois, sachant qu'on sait pertinemment que certes l'un des points forts du jeu, c'est sa rejouabilité potentielle grâce à sa grande modularité, mais sa grande modularité n'est exploitable que si vous avez suffisamment de personnages pour la mettre en œuvre en fait simplement. Donc on a forcément la tentation d'aller chercher trois boîtes. Et du coup, ben, ça fait 99$ contre certainement 60, 70 s'ils avaient réuni tout ça en une seule et même boîte. Donc de ce point de vue là, c'est un peu dommage à mon avis. 99$ donc pour les trois. Et donc ensuite vous avez une offre assez particulière pour avoir aussi les trois boîtes de la saison 1 que vous voyez ici en arrière-plan pour 200$. Là ça commence à coûter assez cher, même si on vous dit que ça vous permet d'économiser 70$, parce qu'en fait dans la saison 1 c'était la même chose, trois boîtes alors qu'on aurait pu en faire qu'une seule. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je ne suis pas très amateur de l'approche économique tenue par Luminary Games, l'éditeur, mais bon, je peux comprendre, c'est pas non plus les premiers, ce ne seront pas non plus les derniers à suivre ce chemin. Quoi qu'il en soit, pour les frais de port, rapidement, attendez une seconde, alors on a un descriptif de tous les personnages avec leurs spécificités, pourquoi ils peuvent s'aligner bien avec tel ou tel type d'archétype en plus de leur capacité propre. Donc ça, je vous invite à le regarder un petit peu par vous-même. C'est un projet assez intéressant, c'est assez joli et une modalité qui a l'air assez sympathique également. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu de confrontation avec une assez grande modularité, avec un petit aspect escarmouche, ça peut être tout à fait sympa. Mais un petit peu cher pour ce que ça propose à mon avis, et il y a assez peu de backers sur les deux premières saisons, enfin sur la première saison et l'origin story du jeu on va dire, pour être véritablement suffisamment confiant pour aller backer. Alors donc le shipping, il faut cliquer ici pour avoir un petit aperçu des différentes zones. Par exemple pour le Canada, ça va être du 20, 23, 29 en fonction de votre pledge de choix bien évidemment, sachant que ça dépendra aussi certainement du nombre de boîtes que vous allez commander pour la saison j'imagine. Ensuite, vous avez aussi les ajouts pour les add-ons supplémentaires. Par exemple, si vous ajoutez les protège cartes, ce sera 2$ de frais de port. C'est pas très conséquent. Mais par exemple, si vous prenez la Anthology box, ça va la grosse boîte parce que vous avez déjà la saison 1 mais que vous voudriez l'incorporer en plus de la saison 2 que vous allez acheter, c'est 10$ de plus quand elle viendra vide en fait simplement. Etc. Ensuite, pour l'Europe, 20, 23, 29, c'est la même chose. Pour nous qui sommes en Asie, 10, 13, 19, c'est pas très cher pour nous en Asie. Relativement intéressant, mais est-ce que j'irai backer? Certainement pas, même si je trouve le projet assez charmant malgré tout. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Evian Season 2, donc la saison 2, malheureusement pas disponible en français quoi qu'il arrive. On continue avec Journey into the Beyond, un jeu compétitif qui a également un mode coopératif pour 2 à 4 joueurs, avec quelques héros, hein, même plusieurs si on ajoute l'extension qui je crois n'est pas encore été ajoutée parce que le jeu n'est pas financé, dans lequel vous allez avoir différents personnages jouables qui vont venir se construire un deck mais avec des mécanismes différents les uns des autres. Je l'ai testé avec l'auteur pour éventuellement songer à le signer chez MOB pour ceux qui connaîtraient, j'en ai parlé une fois précédemment mais je ne vais pas réexpliquer. Bref, ça n'a pas abouti parce que je suis vraiment pas charmé par la direction artistique qui fait très très old school. Il y aura des amateurs, mais ça fait quand même très années 80-90 et je suis pas convaincu que ça marche tellement.
Et bah pour le coup, j'ai eu le nez relativement creux parce que 110 contributeurs, ça marche pas super fort. Pourtant, l'illustration de base est pas vilaine, mais le reste n'est pas formidable. Pourtant, le jeu était sympa, hein. Je l'ai testé sur TTS avec l'auteur, c'était plutôt pas mal. Le choix de personnages qui influence beaucoup la façon dont vous allez vous orienter sur la carte, sur la façon avec laquelle vous allez vous développer avec votre personnage, quels items vont vous être utiles ou pas, etc. Il y a un petit peu de PVP, donc un petit peu de baston entre personnages, mais également face à des monstres contre lesquels vous ferez du 1 contre 1 avec votre personnage, et vous avez potentiellement le choix de ne pas vous confronter aux autres joueurs autour de la table jusqu'à la fin du jeu. Simplement, à la fin, il faudra affronter un big boss, quoi, en gros, et celui qui vaincra ce big boss, après avoir vaincu des donjons, des ennemis, récolté des ressources, avoir fait grandir son personnage, eh bien, il l'emportera ultimement. J'avais fait donc cette partie de démo avec le mage. C'était lequel? C'était celui-là, ouais, ça, le Lord Keeper, qui était assez sympa d'ailleurs, avec un mécanisme de deck building ou de tableau building, on pourrait plutôt dire, pas dénué d'intérêt. Et l'auteur avait utilisé The Wanderer, et il avait terminé la partie de manière assez impressionnante avec des combos dans tous les sens. Je sentais qu'il était assez pressé parce qu'il y avait certainement un autre test derrière avec d'autres personnes. Du coup, il a enchaîné sur la fin, j'ai pas tout compris. Mais c'est vrai que le jeu n'était pas désagréable, mais après, je suis quand même pas convaincu, et pour le coup, c'est vrai que ça marche pas très très fort. Donc, ensuite, passons rapidement pour ce qu'il y a dans la boîte, hein, le plateau, et une multitude de cartes. Il y en a vraiment beaucoup dans le jeu. 258 cartes en l'état, mais il y a aussi des extensions. Si vous l'essayez sur TTS, vous verrez qu'il y a des personnages supplémentaires qui sont disponibles, qui seront uniquement ajoutés dans le jeu si le financement est atteint, et avec des stretch goals supplémentaires, etc. Ensuite, des ressources dans tous les sens, des dés, etc. Mais tout ça fait quand même années 80-90, enfin, en tout cas c'est assez daté, et je suis pas sûr que ça corresponde tout à fait à l'époque dans laquelle on se trouve, même s'il y aura certainement des amateurs, c'est sûr. Voilà les personnages que vous pourrez éventuellement contrôler si on arrive à débloquer le financement tout simplement. Ensuite, vous aurez éventuellement la possibilité d'aller choper un petit set de cartes en 16 bits pour les plus rétro, disons, mais du coup ça colle bien à l'univers du jeu qui lui-même se veut rétro d'origine. Ensuite, vous pouvez les prendre en format tarot noir et blanc avec un design légèrement revu également pour 10$. Je trouve ça finalement plus charmant que la version en 16 bits. Ensuite, continuons un petit peu. Tiens, ce style-là est peut-être plus sympa d'ailleurs, je trouve, en Legendary. Ouais, je sais pas ce que ça représente, mais c'est finalement plus sympa et plus unique visuellement parlant. Ouais, quoi qu'il en soit. Voilà un petit peu un aperçu du proto. C'est pas dégueulasse, mais encore une fois, pas très séduit par la direction artistique. On va continuer directement vers les niveaux de pledge, parce que du coup je les ai pas vus. Le jeu vous coûtera 55$ canadiens, soit environ 43€ pour le jeu de base. Et puis ensuite vous avez une Collector's Edition à 95$ canadiens, soit environ 73€ pour avoir donc une copie du jeu de base, plus toutes les cartes alternatives qu'on a vues précédemment. Pour le shipping, donc pour les frais de port, c'est 20€ pour l'Europe, pour nos amis canadiens c'est du 28€, et pour l'Asie c'est du 16$, c'est un petit peu moins cher pour nous. Mais est-ce que ça va forcément m'encourager à aller contribuer? Peut-être pas quand même. Et j'avais trouvé un truc assez marrant que je voulais vous mentionner aussi, voilà c'est ici, The Team, donc l'équipe derrière ce jeu, parce qu'on a un endroit, voilà ici, où vous avez le lead developer, donc le développeur principal, Liam Burns. Ensuite, le mec qui s'occupe de la communauté et du marketing, Liam Burns. La production, Liam Burns. Le mec qui gère en gros la direction artistique, c'est Liam Burns. Et le designer principal du jeu, c'est Liam Burns. Donc en gros, il s'est auto-stimulé 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est assez marrant. Ouais, un petit clin d'œil assez drôle de la part de l'auteur lui-même. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Journey into the Beyond. 110 contributeurs pour l'instant, c'est assez loin d'être financé. Ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la campagne, mais ce ne sera pas non plus un résultat vraiment grandiloquent ni époustouflant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On enchaîne avec un des projets finalement les plus intéressants de cette semaine, qui aurait presque pu se retrouver parmi les gros projets de la semaine, mais c'était une assez grosse surprise. 1500 contributeurs d'ores et déjà et 140 000€ d'engrangés pour Nanolith, un petit projet qui nous vient d'Allemagne et de Woodpecker Games, dont c'est le deuxième projet. J'avais jamais entendu parler de cet éditeur jusqu'à présent. Ils avaient fait une première tentative d'ailleurs pour Nanolith en 2021, il y a un an tout pile. Ils avaient annulé le 9 août 2021. Et visiblement, cette deuxième tentative se solde par un succès retentissant, parce que vous le voyez, 1500 contributeurs pour finalement ce qui est un premier projet, puisque c'était le même projet qui avait été l'objet d'une campagne l'année dernière, mais qui s'était achevé sur un échec malheureusement.
Et du coup, cette deuxième tentative a vraiment très bien réussi, hein, 1500 contributeurs, on est vraiment là sur une bonne petite bouteille de rosé, hein. Le jeu a pris son envol tel un petit oisillon qui quitte le nid, voilà. C'est un petit jeu en legacy, pour 50 à 60 heures de jeu, bien évidemment pas sur une seule trade, hein, vous l'imaginez, dans lequel vous allez avoir différents personnages que vous pourrez incarner et évidemment développer, acquérir de nouvelles compétences pour mieux affronter les prochains épisodes et ainsi de suite. Vous connaissez un petit peu le principe du Legacy. Pour l'instant, vous le voyez, pas de version francophone disponible, mais on n'est pas à l'abri que ce soit débloqué d'ici la fin de la campagne, tout simplement, qu'on trouve un partenaire pour francophoniser le jeu, disons, hein, pour offrir une version francophone. Quoi qu'il en soit, le jeu est jouable à partir de 1 joueur jusqu'à 4 joueurs en collaboration, en coopération devrais-je plutôt dire, pour 16 ans et plus parce que bon, le thème est un petit peu mature comme disent les Anglais, et pour des parties d'environ 90 à 120 minutes. En coop, c'est très cyberpunk comme vous le voyez, hein, très très orienté cyberpunk, et ça a des gros relents de RPG, ce qui ne sera pas pour déplaire à un grand nombre de comment dirais-je, j'ai perdu le même mot que la semaine dernière, disons. Encore ce syndrome Jean-Claude Van Damme qui m'atteint violemment, de spectateurs, tout simplement. Voilà. Donc ça devrait plaire à un paquet de monde, je pense. En plus de ça, je pense que la direction artistique est pas vilaine. C'est assez qualitatif visuellement. Et puis je pense qu'au-delà de ça, en plus des miniatures, il y a aussi apparemment pour les monstres, enfin les monstres ou les ennemis, des standees en acrylique qui sont pas dégueux non plus. Alors passons au niveau de pledge. On a un premier niveau de pledge à 80 €, ce qui n'est pas non plus déconnant pour un jeu de cette envergure, avec donc le jeu de base, tous les stretch goals qui seront à venir et qui seront débloqués au fur et à mesure de la campagne, plus également du contenu exclusif à Kickstarter. Donc c'est une offre assez intéressante dans le sens où même si vous le prenez sur Kickstarter dans cette version de base, vous aurez quand même du contenu exclusif à Kickstarter qui ne se retrouvera pas ensuite en boutique. Vous avez ensuite un Hero Pledge pour lequel il vous faudra ajouter 30 € au pledge de base pour bénéficier en plus d'une extension, j'ai l'impression. Non, c'est peut-être les miniatures seulement. Oui, c'est ça, c'est les Hero Miniatures, donc les miniatures de chacun des héros, plus des plateaux de joueurs en acrylique qui seront apparemment pas disponibles dans le jeu de base, plus des dés customisés, des tokens en acrylique également plutôt qu'en carton, et puis également un mode spécial avec une arène plus des combats de boss, donc un ajout de contenu assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte de base justement? Eh bien, vous le voyez, ça reprend un petit peu la spécificité de certains jeux qu'on a vu notamment par Ryan Lockett ces dernières années, avec Nier Enfar et compagnie, c'est-à-dire le livret d'aventure, où vous pouvez en fait vous déplacer, ça va remplacer plus ou moins comment dirais-je, les maps, les cartes en gros de jeu, hein, sur lesquelles vous allez évoluer. Cette fois-ci, c'est directement inclus dans un bouquin à spirale, comme on en voit de plus en plus ces dernières années. Ensuite, les standees de héros avec un sidekick également que vous voyez ici, qui sont en acrylique, plutôt sympa. Ça change des standees en carton et c'est dans l'édition de base. Et donc pour ceux qui ne ressentent pas spécialement le besoin d'avoir des miniatures en plastique, ça fait très bien l'affaire. C'est directement en couleur, elles sont relativement dynamiques, c'est plutôt sympa. Ensuite, des petits cubes de ressources, des plateaux de joueurs individuels, plus de 60 ennemis eux aussi bénéficiant de leurs standees en acrylique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a un Mister Miyamoto, tiens sympa, petite influence japonaise. Ensuite, plus de 180 cartes, des cartes de boss, etc. Donc tout un tas de tokens également ici. Donc c'est quand même un matériel relativement riche, même si c'est pas complètement pété en termes qualitatifs, on n'est pas non plus sur du kilo plastique, mais c'est quand même plutôt pas mal produit. Et puis ensuite, pour le Pledge Hero, donc vous allez ajouter cette petite boîte ici qui va contenir toutes les miniatures nécessaires, donc les 4 héros plus le sidekick que vous avez vu tout à l'heure, les dés customisés, les ressources un petit peu upgradées en acrylique, même chose pour les plateaux de joueurs qui seront en acrylique, ça c'est assez original pour le coup, on voit souvent des plateaux upgradés en double épaisseur ou avec un carton plus épais par exemple, là c'est un plateau en acrylique, c'est assez spécial. Et ma foi, c'est à peu près tout pour l'instant, les stretch goals on passera dessus bien évidemment dans le suivi du mini crowdfunding. Et on va aller voir du coup directement les frais de port qui se trouvent un petit peu plus bas. Alors, vous voyez ici un petit peu les différents héros que vous pourrez contrôler également, hein, avec Eida par exemple, Ashitaka, le même nom que le héros dans Princesse Mononoke. Je ne sais pas si c'est un hommage. Ensuite Korra et puis Valith apparemment. Le shipping, disais-je. Pour nos amis canadiens, 12$ pour le pledge all-in et 10$ pour le pledge awaken, donc le pledge de base. Donc généralement c'est plutôt l'inverse, mais là ils mettent le pledge all-in d'abord. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, c'est la zone Asie 2, donc 20$ ou 18$. Et pour vous qui êtes certainement dans l'Union Européenne, j'imagine, hein, donc Belgique, France par exemple,
ce sera du 14 ou 12 euros, ce qui est un petit peu moins cher bien évidemment, puisque c'est un jeu qui nous vient d'Allemagne, donc c'est quand même un peu moins cher pour vous, ce qui est assez logique. Et pour ce qui est de la TVA, comme c'est un projet européen, à mon avis, c'est peut-être déjà inclus, à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Nanolith, je l'ai mal prononcé, qui pour l'instant rencontre plutôt un franc succès, et je pense que c'est relativement mérité. Je pense que ça va pas non plus révolutionner le genre, mais ça a l'air d'être relativement sympa, et la direction artistique, la qualité de production n'a pas l'air dégueulasse non plus. Donc 1500 contributeurs à 25 jours de la fin de la campagne, et donc 140 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. A noter d'ailleurs, je ne l'avais pas encore remarqué, cette petite phrase ici, This feels like a Final Fantasy board game, ça ressemble à un portage du jeu vidéo Final Fantasy en jeu de plateau, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus dans l'idée, même si je ne vois pas vraiment visuellement la comparaison. Peut-être un petit peu avec FF7, parce qu'effectivement il y avait un petit côté cyberpunk, mais vite fait quand même. On continue avec Mini Meeple Melee, donc un petit jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 20 à 30 minutes, et vous jouez directement dans la boîte de métal. C'est relativement sympa, c'est très abordable, ça séduit pour l'instant 298 contributeurs à 25 jours de la fin de la campagne, et déjà engrangé 7500 euros, ce qui veut dire que le jeu est tout juste financé. Vous voyez, un 7373 euros de seuil de financement, on l'a passé tout juste. Il reste donc plus de 3 semaines pour vous intéresser au jeu, qui malheureusement ne bénéficie pas d'une version francophone, mais ça n'a pas l'air non plus très très compliqué, vous le voyez. Il y a un petit système aimanté aussi qui vous permet d'aller apposer les boîtes comme il le faut en fonction des modules que vous allez utiliser en fait tout simplement, mais à chaque fois en fait la boîte en métal va être votre terrain de bataille en fait tout simplement. Et donc vous allez mettre vos petits meeples pour simplement vous confronter les uns aux autres. Vous aurez différents types d'actions que vous pourrez accomplir, différentes factions que vous pourrez utiliser avec des archers, des chevaliers et ainsi de suite. Tout ça dans une très très petite boîte, et ça a l'air d'être relativement marrant. Le tout a l'air d'être aimanté qui plus est, comme vous voyez ici. Donc c'est relativement sympa, j'aime bien la proposition. J'avoue que je suis assez séduit. De là à aller le baquer, je sais pas, je trouve que ça fait plus gimmick qu'autre chose. Mais il y a un petit charme indéniable, je trouve, à ce petit projet, qui nous vient de The Baron's Game Room, troisième projet pour eux, qui nous vient des États-Unis. Je vais quand même aller vérifier ce qu'ils avaient fait précédemment. La même campagne qui avait été annulée il y a de ça 3 mois, je l'avais complètement raté à l'époque, et Vilitum, qui avait fait 29 contributeurs. Ok, donc c'était pas un grand succès, quoi, mais ça avait financé. Et donc c'est leur premier projet qui finance vraiment avec assez de facilité, parce que 300 contributeurs, c'est pas mal du tout. 3 modes de jeu qui plus est, le Free for All, donc chacun pour soi, le Team Melee où on peut jouer en 2 contre 2, et puis le Boss Battle où là je pense que du coup on joue certainement en collaboration, ou peut-être à 2 ou 3 contre 1 peut-être, à savoir, à voir plutôt, à vérifier. Quoi qu'il en soit, je suis assez séduit, je trouve que le matériel est plutôt pas mal pour une si petite boîte. Ça a pas l'air d'être mal, franchement. Je suis assez curieux de ce que ça peut proposer. On verra bien. Quoi qu'il en soit, j'ai pas encore aperçu le prix. On va essayer de retrouver ça rapidement. Du coup, on va passer directement ici, ça arrive plus vite. 20$, ok. 20 € pour Mini Meeple Melee. Pour une livraison prévue pour octobre 2023. C'est pas pour tout de suite, hein. Ils se pressent pas quand même. Hein. Ils sont pas dans l'urgence, les gars. 50$, c'est pour avoir un TBGR Superfan Bundle. Pour avoir le jeu plus un t-shirt, plus un pins, etc. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Donc en gros pour le jeu c'est 20$. Pour ce qui est du shipping, au Canada c'est 14$ de shipping, donc 14$ de frais de port pour un jeu qui coûte 20$. C'est vrai que c'est un petit peu chéro, la boîte est toute petite, à mon avis ça loge dans une enveloppe. Il y a moyen de faire quand même moins cher que ça à mon avis. Pour le Japon, 17$, et pour vous en Europe, 16 en France, 17 au Belgique, 17 en Suisse également. Voilà. Pour les langues, apparemment pour l'instant, mais malheureusement il n'y a que l'anglais disponible, mais comme vous le voyez, il y a quand même très peu de texte sur le matos, et ça n'a pas l'air très compliqué quand même. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce tout petit projet en format de poche, qui a l'air relativement sympa sur le papier, que j'irai pas baquer pour autant, mais j'aime bien la proposition, et comment dire, c'est assez osé de proposer un petit jeu comme ça dans une boîte métal, dans laquelle vous allez jouer, en fait la boîte elle-même sera votre terrain de jeu, je trouve ça assez marrant. Autre jeu qui gravit les sommets, mais du coup c'est thématique, il s'agit de Trailblazers Outdoor Adventure Game, un jeu dans lequel vous allez partir en randonnée à la montagne, un jeu qui se veut portable également, ou portatif devrais-je plutôt dire, avec ce format que vous voyez ici un petit peu derrière, que vous portez dans une petite boîte adaptée, mais avec un contenu plus léger. Donc c'est assez intéressant, il vous propose un jeu avec un format réduit,
avec plus de contenu dans la boîte véritablement en format physique, disons, en format plus jeu de société, dirais-on. Et c'est donc un jeu dans lequel vous allez donc aller en randonnée, mais également faire du vélo, mais également faire du kayak, pour essayer de survivre tout simplement le mieux possible à la zone sauvage dans laquelle vous êtes en train de traverser, enfin, dans laquelle vous êtes en train de randonner. D'ores et déjà 1800 contributeurs avec 26 jours avant la fin de la campagne, 111 000 euros d'engrangés, d'ores et déjà on est largement financé, ils ont bien fait parler la poudre. Et vous le voyez, la direction artistique, c'est pas vilain, les petits meeples sont plutôt sympas, il y en a avec des screen prints, je pense qu'on va certainement avoir carrément du screen print pour tous les meeples, j'imagine. On les voit pas très bien ici, mais je pense que c'est déjà le cas. Et plusieurs versions, donc avec une portative avec moins de contenu et une avec une vraie boîte physique de jeux de société avec plus de contenu. Et on va, comme vous le voyez ici, poser des cartes un petit peu à la façon de pose de tuiles en gros, pour construire des chemins. Donc c'est loin d'être le premier jeu à proposer ce genre de mécanisme. On va construire des chemins pour essayer de trouver le meilleur chemin et compléter différents objectifs sur le chemin. Justement, je répète beaucoup trop chemin, c'est pas très élégant. C'est un jeu qui en plus de ça se veut relativement court, 30 minutes la partie, pour 1 à 4 joueurs si vous prenez la petite édition que vous voyez ici pour la Super Travel Edition, et pour 1 à 8 joueurs si vous prenez la Standard ou la Deluxe Edition, donc la version plus boîte physique, disons. Et c'est jouable à partir de 8 ans et plus, donc en gros c'est un jeu relativement familial. Et là encore, ça me fait penser que j'aimerais bien offrir ce jeu par exemple à mon neveu, mon frère également par la même occasion bien évidemment, parce que c'est une famille qui adore justement partir en randonnée à la montagne, adore partir dans la nature, et donc thématiquement ça ferait sens. Après, dans un commentaire récemment, on m'a dit que j'étais particulièrement généreux. Alors attention, je dis souvent que c'est un jeu que je me verrais bien offrir à mon neveu ou à mon frangin, parce qu'ils aiment ce genre de thématique-là, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois je le fais. Quoi qu'il en soit. Donc on continue. Oui, aussi un point à noter intéressant, les cartes dans ce jeu sont en PVC, parce que justement c'est un jeu que vous pouvez transporter, que vous pouvez jouer dans la nature, et donc vous pouvez le mettre dans la flotte, c'est pas un problème, ce sont des cartes en PVC, vous pouvez pas les tordre, un petit peu comme le jeu de Radlands, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne, et c'est vraiment un gros confort, les cartes en PVC, j'ai été un peu comment dirais-je, pas suspect, non, ça veut pas rien dire, mais j'étais un peu dubitatif devant l'idée d'une carte en PVC, et depuis que j'ai testé du coup Radlands, donc il y a quelques mois déjà, je suis un petit peu tombé amoureux des cartes en PVC, j'avoue. Ensuite, continuons. Bon, le How to Play, ça reste une mention honorable, donc on va pas passer trop longtemps dessus, mais en gros, donc on va construire des routes de randonnée, de vélo et de kayak. Donc vous voyez en marron les routes pour la marche tout simplement, en orange je pense que c'est pour le vélo, et en bleu bien évidemment c'est les rivières, donc pour le kayak. Ensuite, il y aura un petit peu de mécanisme de push your luck également pour réussir à compléter certaines missions, certains challenges. Par exemple, réussir à respecter certaines figures de construction de route, par exemple. Et puis, vous pourrez aussi aller donc ajouter tout un tas de petits meeples, le vôtre, des meeples d'animaux, etc. Donc, pour ajouter un peu plus de profondeur de gameplay. Et puis il y a aussi 3 modes solo, qui vous permettent de jouer aussi par vous-même, éventuellement si vous partez dans la nature par vous-même, toujours en pouvant jouer dans la nature par vous-même avec ces 3 petits modes solo, standard, aventurier et épique, qui a l'air d'être assez riche apparemment, visuellement en tout cas. Voilà, donc c'est un projet relativement charmant là encore, ça fait partie de ces petits jeux que je me verrais bien offrir à mon neveu ou à mon frangin ou les deux. Est-ce que je le ferai pour autant? C'est pas garanti du tout, mais j'aimerais bien, j'y songe, disons. Ça dépend aussi du prix. D'ailleurs, j'ai pas vu le prix. Est-ce que je suis passé un peu trop rapidement dessus potentiellement? Là, il y avait le How to Play. Là, il n'y avait pas de prix affiché non plus. On va essayer de redescendre un petit peu pour voir si ça y est, puis sinon on verra sur le côté au pire. Alors. Ah oui, c'est ici. Ok, très bien. Là ici, on fait juste un tableau comparatif de ce qui se trouve dans chacun des formats, avec le Super Travel, donc le format portatif. Et vous voyez qu'il n'y a pas l'extension animale, il n'y a pas l'extension aventurier, il n'y a qu'un seul solo au lieu de 3, et il n'y a pas le screen print. Pour l'édition standard, vous n'avez pas le Case and Carabiner, vous n'avez pas les cartes en PVC, ce sont des cartes normales, vous n'avez pas aussi le screen print, et pour le Deluxe, bien évidemment, vous avez tout. Et ensuite, donc le prix, justement, pour la Super Travel Edition, donc la version portative, mais donc un peu, un peu plus pauvre en termes de matériel, c'est 34$ pour 1 à 4 joueurs. Ensuite, pour la version standard, c'est 49$ avec bien plus de matériel, bien évidemment, mais pas de carte en PVC pour le coup. Et puis ensuite la version Deluxe, où là ça commence à monter un petit peu plus,
ça coûte maintenant 79 €, mais ça vient avec la boîte de transport, donc vous pourrez aussi y jouer en format portatif. Et ça vient avec donc toutes les extensions, toutes les cartes, donc plus de 330 cartes en PVC cette fois, avec tous les meeples en screen print. Donc c'est vrai que ça paraît un peu cher pour la légèreté du jeu en termes de complexité. Par contre, en termes de matériel, je pense que ça se tient. Ensuite, passons sur les frais de port rapidement. Il faut cliquer ici pour avoir les estimates, comme ils disent en anglais. Alors, pour les pays de l'Union Européenne, c'est 12 ou 14 $ en fonction de votre pledge, c'est pas déconnant. Pour le Canada, 16 à 19, donc ça reste à peu près acceptable. Et pour nous qui sommes au Japon, 16, 19. Juste pour Axel qui est en Indonésie, on va, voilà, petit clin d'œil, 24-28 pour toi Axel, c'est un petit peu plus cher comme toujours, mais bon, t'as l'habitude j'imagine. Voilà pour Trailblazers, un joli petit projet qui en plus devrait être livré théoriquement assez rapidement, courant mai 2023, s'ils ne prennent pas de retard bien évidemment. Et voilà pour Trailblazers, 1810 contributeurs, c'est un très joli succès en moins d'une semaine. Je pensais pas qu'ils atteindraient quand même de telle hauteur, et tant mieux pour eux. Du coup, je les vois bien atteindre 3000, 3500 contributeurs d'ici la fin de la campagne, et pour l'instant, 111 000 € d'engrangés. Petit détour du côté de la campagne de Full Sun, petit jeu de pli pour 3 à 5 joueurs, même pas 1000 € d'engrangés, ceci dit c'est financé avec 37 contributeurs. Ça méritait peut-être même pas le temps que je vais passer dessus pour être tout à fait honnête, mais bon voilà, pour les amateurs de jeux de pli qui aiment la nature et la verdure, bah c'est pas forcément pour vous pour autant parce que vous le voyez c'est pas très joliment illustré, c'est très amateur. Voilà, si vous aimez les jeux de pli, le thème de la nature, pourquoi pas, mais franchement c'est vraiment pas très convaincant et ça transparaît pas mal dans le nombre de backers, très faible pour l'instant. Et juste par curiosité, ça coûte 24 $ tout de même, c'est pas si peu cher que ça en réalité. Et ensuite, pour le shipping, c'est 5 $ pour les US et 10 $ pour le reste du monde, apparemment. Donc, pour un jeu qui coûte 24 $, bon, ça coûte la moitié du prix du jeu lui-même. Bon, ok, je suis pas du tout convaincu, c'est pas très joli, c'est pas spécialement peu cher et c'est pas très. C'est quand même très amateur, soyons honnêtes. Et on termine cette semaine par Diamond Dig, 112 contributeurs et 5000 € d'engrangés, c'est financé tout juste à 31 jours de la fin de la campagne, donc on est très loin, il y en a un mois avant la fin de la campagne, pour ce petit jeu de Press Your Luck, de Push Your Luck, vous dites ça comme vous voulez, pour 2 à 4 joueurs. Sur la table, ça présente pas mal, c'est pas vilain, après on est dans un monde de fantasy, enfin d'heroic fantasy, tout ce qui est de plus classique, avec des gobelins, des elfes, des nains, etc. Bon, c'est pas très inspiré, c'est pas hyper joli non plus, mais c'est un petit jeu relativement court, relativement simple, que vous pouvez apprendre en 1 minute plus ou moins. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce genre de jeu très familiaux, pardon, ça pourrait éventuellement vous plaire. Ceci dit, pour l'instant, il n'y a pas de version francophone disponible non plus. Donc bon, tenez-le vous pour dit, il faut le savoir, hein, bien évidemment. A priori, c'est pas un jeu qui va intéresser grand monde sur la chaîne. Et pour ce qui est du shipping, on est à 21 à 27 $ pour le Canada, 22 à 28 pour l'Union Européenne, 27 à 35 pour la Suisse. Ça coûte quand même assez cher en termes de frais de port. Et le jeu lui-même coûte 39 $, ce que pas si cher que ça. Et du coup, ça rend les frais de port encore plus exorbitants, je trouve, parce que du coup, c'est les 2 tiers du prix du jeu qui vont aller dans les frais de port. C'est assez conséquent. Plus la TVA pour la zone européenne, la zone Union européenne, qui sera certainement à ajouter, j'imagine, dans le Pledge Manager, je pense. Oui, c'est ça. Donc voilà pour Diamond Dig, je passe pas trop de temps dessus parce que bon, pas de version francophone, un thème vu, revu et revu, et puis pas spécialement hyper joli non plus. Et il n'y a pas beaucoup d'informations finalement sur la page de la campagne, c'est pas hyper bien présenté. Quoique maintenant que les gifs s'animent, c'est un peu plus compréhensible. Alors, vous me verrez de toute façon, aujourd'hui je vous l'ai dit, c'est un menu très court parce que j'ai pas envie de laisser mes parents tout seul avec ma femme qui ne parle pas très bien français et qui en plus s'occupe du bébé en attendant. Voilà, ceci étant dit, pardon la fatigue qui parle, je vous dis merci de m'avoir suivi dans ce menu très court et certainement un peu fatigué. J'ai même, quand je me voyais pas jusqu'à présent, j'ai l'air d'être fatigué, non? Bon, quoi qu'il en soit, c'est la reprise du boulot mardi, donc il va falloir s'y faire malgré tout. Allez, sur ce, à la prochaine, donc mercredi pour le suivi du menu. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien,
et à la prochaine.